Travail à la chaîne, déshumanisation, négligence en cascade, manque d'hygiène et parfois même maltraitance physique. Dans les maisons de retraite aussi, la parole se libère, avec son lot de témoignages parfois glaçants. Et la Côte d'Azur, où le coût d'hébergement est pourtant l'un des plus élevés de France, n'est pas épargnée par cette vague de protestations où se mêle la colère des salariés, des familles, et désormais aussi de certains directeurs d'établissements qui n'hésitent plus à descendre dans la rue aux côtés de leurs employés pour dénoncer le manque de moyens humains. Alors on a voulu savoir ce qu'il en était réellement. Le sous-effectif est-il la source de tous les maux? Faut-il plus de formation, plus de contrôle? Mon EHPAD va craquer, c'est une enquête réalisée avec Alexandre Tabat, Philippe Millois et Pierre Véraud. Madame Marie, est-ce que vous avez organisé un système de maltraitance institutionnalisé dans votre établissement? Ce jour-là, nous avions tellement de questions à lui poser. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux accusations? Pourquoi tant de salariés qui démissionnent, de résidents qui chutent, d'institutions qui portent plainte? Cette directrice de maison de retraite est accusée de maltraitance. L'affaire du Clair-Logis lève le voile sur les conditions d'accueil dans les EHPAD de la Côte d'Azur. Les faits sont très graves, maître. Oui, je comprends, madame, mais l'instruction, quand elle est faite à charge et à décharge. Laissez-nous voir les pièces du dossier, préparer la défense des personnes qui sont demandées devant la justice aujourd'hui et on en parlera le jour de l'audience. Harcèlement moral, conditions indignes d'hébergement, manque de personnel, salariés non diplômés, mise en danger de la vie d'autrui. Que se passe-t-il réellement dans le huis clos des maisons de retraite? Je ne souhaite même pas à mon pire ennemi certaines choses que j'ai vues. Je ne le souhaite pas. C'est honteux. Longtemps, beaucoup se sont tus. J'aurais mieux fait de me rebeller avant pour ne pas permettre ce que j'ai vu. Aides-soignants, enfants de résidents ou directeurs d'établissements, pour la première fois en janvier dernier, ils sont descendus dans la rue, ensemble. Tous les EHPAD sont littéralement asphyxiés. Leurs paroles se libèrent. Ça fait 2 ans, madame, qu'elle est attachée sur ce fauteuil du matin au soir, même pendant les repas. Tous invoquent un manque de moyens. Notre enquête va révéler d'autres failles. C'est un combat pour la dignité et on ne peut pas abandonner nos anciens. Allez, on va essayer de s'asseoir ici tranquillement. Hein? Il a accepté de nous ouvrir les portes de son établissement. Allez, venez. Beau fauteuil. Gérard Bramy dirige l'EHPAD Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer. Établissement public, 79 résidents et seulement 5 aides-soignants. C'est donc lui qui, ce matin-là, prend en charge une dame complètement désorientée. Allez, on se met debout. 1, 2, 3. Non. Mais on est toutes les deux. On est toutes les deux, Tosca, ça va aller, d'accord? Allez, n'ayez pas peur. 1, 2 et 3. Allez. Pendant ce temps, le personnel est en chambre pour la toilette. Chaque minute est comptée. Ça va, vous avez pas mal? Non. Il faut vraiment qu'on se dépêche, entre guillemets, parce qu'on est 2 pour une trentaine de résidents. Donc, on leur consacre 10 minutes. Enfin, on essaye vraiment d'écourter au maximum le temps. Bonjour, monsieur Mambo. À l'heure des soins, certains attendent encore leur petit déjeuner. Le manque de moyens humains, les résidents sont les premiers à en faire les frais. Oui, toujours, parce que plus de personnel, c'est plus d'attention à notre égard. Le petit déjeuner vite déposé, il faut déjà repartir. Et là, je finis avec ma collègue là, et après je redescends en bas pour aider une autre collègue à faire le restaurant à 11h30. Voilà. C'est la course? Oui, c'est vraiment la course tous les jours. Côte d'Azur, bonjour. Une main pour coiffer, l'autre pour répondre au téléphone. Je vous passe l'infirmière. À l'école, on leur avait appris qu'il fallait consacrer 20 minutes à la toilette. Toutes deux ont le sentiment d'un travail bâclé. Franchement, oui, c'est maltraitant. De devoir passer d'une toilette à une autre en 10 minutes, franchement, oui. Pour nous, c'est pas de la bienveillance, ça. Et ils le méritent pas, quoi. Je veux dire, il y en a, ils sont en fin de vie, enfin, c'est pas possible. À force d'avoir des aides-soignantes qui courent, à force d'avoir de l'absentéisme qui, au niveau national, est très important dans les EHPAD, et bien naturellement, on sécrète des risques de maltraitance. Un employé au bout du rouleau
va peut-être, au bout de la 15e personne qu'il aura accompagnée, va peut-être craquer et avoir des mots malveillants, voire une volonté de défoulement sur une personne hébergée. Qu'est-ce qu'il y a? Orange. Orange, clémentine, non? Les directeurs d'établissement ne sont pas totalement maîtres de leurs effectifs. C'est l'Agence régionale de santé pour les soins et le Conseil départemental pour la dépendance qui prévoient et financent les postes. Il faut faire avec, ou plutôt sans. Ici, la douche, par exemple, c'est une fois par semaine, quand c'est possible. Quand on a eu l'habitude de se laver tous les jours, de se doucher, il y a beaucoup de gens qui ne le supportent pas aussi. Regardez combien on est. Comme vous voulez qu'ils peuvent se contenter tout le monde. Il est impossible. Assignés à résidence, les pensionnaires dépendants ne peuvent même plus prendre l'air quelques minutes par jour. Il faudrait une personne supplémentaire pour dire l'après-midi, il fait beau, on les met un petit peu au soleil, on reste avec eux pour discuter. C'est pas faisable. Ça veut dire qu'à part les moments de soins et de repas... Il n'y a pas de... Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Cette maison de retraite est l'une des moins chères de la Côte d'Azur, environ 1 800 € par mois. Dans le privé, où les familles payent parfois jusqu'à 5 000 € pour l'hébergement et la restauration, les directeurs d'établissement pourraient piocher dans cette enveloppe pour recruter du personnel supplémentaire. Encore faut-il qu'ils l'estiment nécessaire. Les établissements ne sont pas en souffrance de moyens. Donc bien sûr qu'on pourrait toujours faire mieux. On ne va pas vous dire que si on pouvait avoir 2 infirmières de plus ou 2 aides-soignantes de plus dans un établissement, mais bien sûr que ça serait toujours mieux et ça permettrait d'augmenter la qualité de prise en charge. Mais à un moment donné, on a quand même fait des progrès étonnants parce que multiplier les effectifs par 3 en 15 ans, c'est énorme. En France, un EHPAD compte en moyenne 6 salariés pour 10 résidents. C'est moins que l'Allemagne et la Belgique, beaucoup moins que la Suède ou le Danemark. Et ça n'est qu'une moyenne. Un EHPAD du Haut-Pays, un dimanche après-midi. L'autorisation de tournage a été refusée. Nous nous y rendons en caméra cachée. Dans la grande salle de réunion, des résidents sont seuls. Ils semblent livrés à eux-mêmes. Au bout de 10 minutes, un employé arrive. Vous êtes infirmier? Non. Ah. Brancardage, nettoyage. Nettoyage? Ouais, brancardage. D'accord. Je vous dis honnêtement, ça m'inquiète un peu de voir qu'il y a autant de personnes âgées sans surveillance, quoi. Mais là, on va remonter le paquet, nous, avec mon équipe. Je ne sais pas si ma collègue a déjà commencé. Nous montons nous aussi dans les étages. Le bureau du cadre de santé est fermé, celui des infirmières aussi. En redescendant, nous pensons en trouver une. Vous êtes infirmière? Du tout. Aide-soignante? Du tout. Vous êtes quoi? Moi, je suis hôtellerie, quoi. Dans tout le couloir, il n'y avait personne. Moi, j'ai pas envie de vous faire prendre mon sentiment. Derrière elle, les patients se poussent entre eux. Après 1 heure passée dans l'EHPAD, nous n'aurons croisé aucun personnel soignant. Muriel était aide-soignante au Clair-Logis, l'EHPAD poursuivi en justice. Quelques mois de contrat dont elle ne s'est toujours pas remise. Ça, c'est un loto. En image, elle n'a gardé que les bons souvenirs, des fêtes pour lesquelles les familles et les salariés auraient amené eux-mêmes le matériel, car selon elle, tout était rationné, y compris les protections hygiéniques. Donc, on avait des protections cachées dans nos vestiaires. Et je changeais les pensionnaires qui avaient réellement besoin en cachette, sachant que si on m'était tombé dessus, j'aurais pu me faire sanctionner. On se retrouvait, par exemple, le matin, quand j'arrivais à 10h, à devoir faire l'hydratation. C'est-à-dire, on pose 2 carafes d'eau, on donne à boire. Avec 5 gobelets, il faut donner à boire à 40 personnes. Et avec un seul rasoir, faire la toilette de 6 résidents. Économie drastique, manque de matériel à usage unique. Parfois, les salariés mettent eux-mêmes la main à la poche. Voilà, on trouve c'est inadmissible que ça soit le personnel qui soit obligé d'apporter ce qui manque à nos anciens. Je veux dire, encore une fois, le personnel qui amène des savonnettes, du shampoing, de l'eau de Cologne, parce que les établissements n'ont plus les moyens. Dans d'autres EHPAD, il a même fallu rogner sur le budget nourriture. 5 € en moyenne pour 3 repas et un goûter.
Sous couvert d'anonymat, Céline a accepté de nous raconter le séjour de son père dans un établissement des Alpes-Maritimes. Alors très vite, mon père s'est plaint il disait la nourriture dégueulasse, insipide, en très petite quantité. Il me disait qu'il avait faim tous les jours. C'était... Il y avait aussi une espèce de contrebande de nourriture. Ils volaient sur les chariots des desserts supplémentaires, du pain, des cuillères pour pouvoir manger après dans leur chambre. Donc ça, moi je trouve ça pathétique. Enfin, c'est d'une tristesse. Une auxiliaire de vie et un autre résident nous ont confirmé les faits. La direction de l'établissement mis en cause n'a pas souhaité nous recevoir. Florent Saillet était convaincu que sa mère n'était pas en sécurité dans son ancienne maison de retraite. 3 chutes en 3 mois, une surveillance et des soins selon elle insuffisants. Mais ce seraient les agissements d'un résident et le laisser-faire du personnel qui l'ont poussé à saisir la justice et l'agence régionale de santé. Alors en fait, il procédait toujours de la même manière. Donc il était assis à côté, il regardait la personne qui était assise à côté de lui. Et puis, assez vite, je dirais, donc il passait sa main par-dessus la coudoir, commençait à lui tripoter la cuisse pour ensuite atteindre le sexe, qu'il tripotait également. Et quand aucune aide-soignante ne le voyait, qu'il n'était pas arrêté dans ses actes, en fait, il pénétrait la main à l'intérieur de la protection jusqu'à toucher les parties intimes. Et j'ai entendu plusieurs fois des dames crier parce qu'il leur faisait mal, bien sûr. Malgré l'alerte, les faits se seraient reproduits. C'est ce qu'affirme la fille d'un résident dans ce courrier. J'ai vu que M. D mettait sa main dans l'entrejambe de Mme B. Pour tenter de rencontrer la directrice de l'établissement, nous nous rendons sur place. Le personnel aurait-il sous-estimé la gravité des faits? Les quelques mots de cette salariée laissent planer le doute. Pour ma part, c'est largement exagéré. Jointe par téléphone, la directrice de l'établissement a décliné notre demande d'interview. Elle nie tout en bloc. Que risquent vraiment les personnes âgées dans les maisons de retraite? Pour Evelyne Mével, l'animatrice du Clair Logis, les négligences du quotidien peuvent parfois s'avérer mortelles. Parce que nous, on a vu des personnes décédées, on savait pourquoi elles étaient décédées. Quand une personne à 87 ans meurt d'une occlusion parce qu'on ne l'a pas conduite aux toilettes et qu'ils n'en ont pas le temps. Combien de cas de maltraitance passaient à travers les filets des organismes de contrôle? Réquisitionnés dans les cas les plus graves ou alertés par les résidents ou le personnel, c'est à l'Agence régionale de santé d'inspecter les établissements. On est la tour de contrôle de l'ARS. On est très vigilant, très sensibilisé. Dès qu'il y a le moindre événement qui nous inquiète, on propose au directeur de l'ARS, on fait une note d'opportunité, on propose de diligenter une inspection. Une 60aine de contrôles par an, près de 600 EHPAD en PACA. Un directeur d'établissement peut attendre en moyenne 10 ans avant de recevoir une visite de l'ARS. L'an passé, pourtant, l'agence a reçu 139 réclamations, mais elle ne se déplace pas systématiquement, pas suffisamment, selon cette cadre de santé qui a travaillé dans de nombreux EHPAD. Mais moi, je vous dis, à part sur vraiment des cas très très graves, comme je vous dis, cet établissement qui par la suite a été fermé, c'est la seule fois où j'ai vu l'ARS se déplacer sur un établissement. En plus de 15 ans de carrière dans les EHPAD. Entre 2 contrôles de l'ARS, reste l'évaluation externe. Un cabinet d'audit privé intervient dans l'établissement. Notre témoin a elle-même réalisé ce type d'inspection. L'établissement indépendant qui vient faire l'évaluation externe a une relation commerciale avec l'établissement qui l'inspecte. C'est-à-dire que l'inspection est payée par la maison de retraite? Bien sûr. Il choisit qui l'a fait et c'est lui qui paye. Donc forcément, on est dans une relation commerciale qui peut permettre d'émettre quelques doutes quelquefois sur les rapports qui sont faits. Vous avez, vous, assisté à des rapports qui ont pu être corrigés à la demande? Bien sûr. De la maison de retraite? Bien sûr. C'est des faux? C'est pas des faux, mais on arrondit les angles.
va, mademoiselle. C'est Gisèle. Mademoiselle. Vous faites la toilette du matin. Faire mieux sans moyens supplémentaires. Ça a été le petit déjeuner ce matin? Dans cette maison de retraite, chaque salarié a dû réapprendre son métier pour accompagner sans assister. On cherche déjà l'autonomie de la personne. Et de cette autonomie-là, voyant ce qui lui reste aussi, il peut participer au visage comme on a fait tout à l'heure. Ça permet de garder ce geste-là. Hein, ça va jusqu'à manger, le geste de manger et tout ça. Donc on va garder ça. Ici, on ne parle pas de bienveillance, mais d'humanitude, du nom d'un label décroché par l'établissement. Respecter les résidents pour se respecter aussi en tant que soignant. Même si c'est une fin de vie, si on me dit « tu as fait madame telle, il y a 1 heure de temps, elle est morte », je ne vais pas me chagriner parce que je sais que chaque jour, je l'accompagne dans sa dignité. La dignité pour Odette Alzingre, ça commence par le maquillage, chaque jour. Tout ce qu'elle peut faire toute seule, elle le fait. Maintenant, je fais ce que je peux parce que comme j'ai de l'arthrose, c'est difficile. Mais bon, j'arrive un peu. Ne pas chronométrer les soins, ne pas instaurer de hiérarchie avec les résidents, s'adapter à chacun d'entre eux. À première vue, la méthode nécessite beaucoup plus de temps. Oui, il y a le temps, mais ce temps-là, on le gagne après. Au début, c'est un peu dur. Après, on le gagne. Parce que, par exemple, quand on sait que la personne, elle peut participer à certaines choses, on peut lui préparer ses affaires ou discuter. La Croix-Rouge russe est l'une des maisons de retraite les moins chères de Nice. Pas de personnel supplémentaire, mais un projet de formation pour se défaire des mauvaises habitudes. Et vous-même, Rossian, ça va? Au poil. Au poil. Au poil. Tant mieux. On s'est bonifié avec le temps, ça c'est évident. Il y a des choses qu'on pouvait faire qu'on ne fait plus, comme par exemple distribuer les repas avec des gants, des choses qui peuvent paraître anodines, mais ou frapper et rentrer directement sans attendre la réponse d'un résident. Dans cet établissement, tous les salariés ont un diplôme en règle. C'est une obligation. Est-elle respectée dans tous les EHPAD? Pour le savoir, nous décidons de postuler comme aide-soignant. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce qu'en fait, je voudrais envoyer un CV. J'ai vu que vous recrutiez une aide-soignante. Qu'est-ce que vous aviez besoin comme renseignement? Je voulais savoir si vous preniez que des aides-soignantes diplômées. Non, quelquefois on prend des aides-soignants quand on est vraiment à court, qu'on a vraiment besoin de quelqu'un, on prend même si c'est pas diplômé. Hein. Sur 9 établissements contactés, 6 sont prêts à embaucher sans diplôme. L'un d'eux nous donne même rendez-vous pour un entretien d'embauche. Et vous leur avez dit que vous n'aviez pas de diplôme? Oui. C'est extrêmement étonnant parce que, en fait, on a les établissements, donc l'obligation d'employer du personnel qualifié, formé, et en aucun cas de faire prodiguer des soins par du personnel qui n'est pas diplômé. Et c'est pas grave si j'ai pas le diplôme? Non. Alors on va être honnête, c'est un peu une arnaque. Vous faites un boulot d'aide-soignante et vous êtes payé comme une aide à domicile. D'accord. Vous contrôlez ça aussi? Les diplômes sont contrôlés. C'est quelque chose qu'on regarde de façon très très précise en inspection. Le glissement de tâches, c'est effectivement, ça peut être motif de dysfonctionnement. Et pourtant, sans aucun diplôme, en un coup de fil et 10 minutes d'entretien, nous décrochons notre premier contrat. Et ça serait bien de faire 2 jours, d'évaluer, on en reparle, que je puisse vous programmer sur le mois d'avril, si ça vous intéresse. Au mois d'avril, j'ai un roulement complet. Faute de candidats, les maisons de retraite se retrouvent parfois à recruter des salariés sans aucune qualification, alors qu'arrivent des résidents de plus en plus dépendants. Voici le lit de ma belle-mère. Génial. Et elle va se coucher dedans ce soir.
Une chambre parmi d'autres, au Clair-Logis. C'est la famille d'une résidente qui a voulu filmer pour dénoncer les conditions de vie dans l'établissement. Et il n'y a qu'une chose que je ne peux pas mettre, c'est l'odeur. À l'époque où Muriel Tessonneau et Evelyne Mével y travaillaient, les aides-soignants auraient eu pour consigne de laver les résidents en 3 minutes et 41 secondes. Selon elle, il n'y avait plus de temps pour l'intimité et la dignité. Le moins humain que j'ai vu, c'est l'échange d'après le repas. Les toilettes juste dans la salle à manger sans aucune porte, ceux qui se trouvaient dans le salon devant la télévision ou qui passaient pouvaient voir le spectacle parce que les 3 toilettes de toute façon étaient occupées et personne n'était raccompagné dans sa chambre pour changer sa protection. Ça se faisait là, au visu des autres. Et je savais que quand je rentrais à la maison, j'avais jeté des sacs de patates au lit. J'avais pas mis des pensionnaires au lit. Et ça fait mal. Et on a honte de soi. 2 fois par semaine, ils se retrouvent dans un lieu tenu secret. Eux aussi tiennent à rester anonymes. Ils sont tous bénévoles chez Almazur, une association qui recueille les témoignages de maltraitance sur les personnes âgées. Aucune compassion, c'est inhumain, inhumain. Les coups de fil s'enchaînent. Un homme appelle pour dénoncer la contention forcée de sa compagne. Ça fait 2 ans, madame, qu'elle est attachée sur ce fauteuil du matin au soir, même pendant les repas. On a entendu, monsieur. Il a accepté de nous envoyer quelques photos. On y voit sa compagne et un autre résident attachés lui avec des draps. Des pratiques d'un autre temps, dans une unité fermée et protégée où justement les patients devraient pouvoir déambuler librement. On n'aurait pas besoin d'avoir une telle violence, la contention médicamenteuse, parce qu'on a vu, le compagnon disait qu'on mettait la pipette dans la bouche pour envoyer le traitement, la contention physique attachée au fauteuil, c'est l'inverse de la raison d'être de ces unités. L'an passé, ces bénévoles ont traité une centaine de dossiers sur la Côte d'Azur, une des régions de France les plus convoitées par les acteurs du marché très juteux des EHPAD. Les maisons de retraite explosent, il en pousse une tous les jours. Elles sont maintenant pratiquement toutes à but lucratif. Je pense que quand les investisseurs font des investissements, c'est normal qu'il y ait un retour sur investissement, mais on peut quand même se poser la question du manque de moyens qui est tout le temps mis en avant, et surtout en disant toujours que c'est la faute au pouvoir public, c'est la faute au pouvoir public. Pour ces bénévoles, paradoxalement, plus les établissements se sont dotés de lieux de représentation des résidents, plus la parole a été confisquée au sein des établissements. Les choses commencent peut-être à changer. J'ai l'impression qu'il y a une libération de la parole à tous les niveaux et que peut-être, tant mieux si cette libération existe sur les maisons de retraite. Tant mieux. Il était temps. Aujourd'hui, en moyenne, chaque personne admise en EHPAD a une espérance de vie de 2 ans et demi. Quelques mois, un reste de vie que la France a tant de mal à prendre en charge. En 2060, notre pays comptera 2 fois plus de personnes dépendantes. Nous vivrons plus vieux, mais serons-nous capables de vieillir mieux ? Et pour être tout à fait complet sur le sujet, sachez que le procès du Clair-Logis aura lieu le 31 mai prochain et qu'il existe un numéro d'urgence, le 3977, pour signaler les cas de maltraitance, qu'ils aient lieu en maison de retraite ou à domicile.